Dans les 5 dernières années, j'ai accompagné plusieurs centaines de freelances et d'agences à se lancer en partant de zéro. Et pour cette vidéo, j'ai sélectionné tous ceux qui ont atteint les 10 000 euros par mois en moins de 45 jours et j'ai regardé s'ils n'avaient pas des points communs. Parce que honnêtement, je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois pas au hasard et je pense que s'ils ont certains résultats aussi rapidement, c'est peut-être parce qu'ils font des choses que les autres ne font pas. Et j'ai relevé 23 points communs. 23 points communs que je vais vous partager de façon brute, honnête et directe dans cette vidéo. Il y aura très peu de montage et je vais la faire la plus vite possible, même si elle risque de prendre un certain temps parce qu'il y a pas mal de points très intéressants. Notez bien que c'est pas un top, il n'y a pas un ordre particulier, mais j'ai quand même gardé mes préférés pour la fin. Mes 3 préférés sont à la toute fin. Alors on y va avec le premier point que j'ai noté, c'est qu'ils donnent tous avant de recevoir. Alors c'est sûr que déjà de base, ils utilisent des méthodologies que moi je leur partage, notamment l'audit, qui consiste à offrir un audit, donc une analyse du site web ou de la campagne de pub, avant de proposer un rendez-vous et pourquoi pas un contrat ou de le signer. Mais même au-delà de ceux qui proposent les audits, dans leur méthodologie de prospection, il y a toujours l'idée d'apporter quelque chose, une valeur, un contenu, avant de demander quoi que ce soit. Et quand je dis quoi que ce soit, c'est pas seulement un contrat ou un rendez-vous, c'est même avant de demander ne serait-ce qu'un échange par email ou avant un appel téléphonique, bref. Avant de demander du temps, de l'énergie ou quoi que ce soit à un prospect, ils vont toujours commencer par leur apporter une solution à un problème ou un nouveau contenu, une nouvelle valeur. Donc typiquement, ça peut être simplement d'aller sur un groupe Facebook et de répondre à des problématiques de gens qui les partagent sur ce groupe. Ça peut être aussi d'aller directement chez le prospect et lui dire écoute, j'ai vu que ton site n'était pas sécurisé et moi je te propose de régler ce problème-là en quelques minutes. Et au passage, une fois qu'on a réglé le problème, d'en profiter pour partager tout ce qu'on a repéré d'autres comme axe d'amélioration et de poursuivre la conversation. Ça peut être aussi d'aller offrir une petite optimisation du Google My Business rapidement, ça prend quoi, une demi-heure, 45 minutes, ça apporte déjà quelque chose de vraiment valorisable à l'entreprise et derrière ça permet de mettre le pied dans la porte et de commencer à discuter du reste de la présence web et notamment du site web, de la pub, etc. En fait, il y a plein de façons de faire, mais l'idée c'est toujours d'apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. C'est un point commun qu'ils ont tous et je pense que c'est pas un hasard, donner pour recevoir, c'est ce qui marche le mieux à mon avis. Leur deuxième point commun, c'est qu'ils passent au moins 70% de leur temps sur la prospection. En fait, au quotidien, leur plus gros focus, c'est comment me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'aller prospecter. Tous ces gens qui ont des résultats ont bien compris que c'est en vendant, en prospectant qu'ils vont chercher des clients et qu'il faut rentrer de l'argent. Donc ils essayent d'éliminer tout ce qui les empêche d'aller chercher de l'argent. Ça paraît bête, mais pourtant, quand on regarde le quotidien de ceux qui n'arrivent pas à trouver de clients, eh bien la prospection est rarement une priorité et représente rarement la majorité de leur temps. Donc ce que je repère notamment chez ces gens-là, c'est que par exemple au niveau de la production, eh bien très vite, même très souvent dès le début, ils vont sous-traiter la production ou la déléguer à quelqu'un. S'ils sont deux, généralement, il y en a un qui fait que de la prospection et l'autre qui fait que de la production. Et s'ils sont seuls, généralement, ils vont dès le début trouver un sous-traitant ou quelqu'un à qui déléguer la production de façon à pouvoir se concentrer autant que possible sur la prospection. En fait, je remarque vraiment que sur ceux qui arrivent à trouver des clients rapidement, c'est une vraie douleur de ne pas être en face d'un prospect. Donc, ils passent leur temps à identifier, qualifier, approcher les prospects pour obtenir des rendez-vous, puis faire les rendez-vous, faire les devis, faire les factures, faire les R2. Bref, leur quotidien, c'est du commercial, c'est ce qui leur rapporte de l'argent, donc ils s'optimisent leur temps et leur agenda pour ne faire que ça. Et ça me paraît cohérent parce que c'est le meilleur des effets de levier que vous pouvez activer si vous voulez gagner de l'argent rapidement. Donc si toi aussi tu veux les mêmes résultats et que tu veux aller chercher 10 000 euros par mois, regarde ton agenda, ouvre-le et regarde si la prospection représente au moins 70% de ton temps. Si la réponse est non, déjà tu vois ici une différence entre toi et ceux qui ont des résultats rapides. Le troisième point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils exploitent tous la proximité dans leur prospection. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont tous se créer, ou parfois s'inventer, une proximité avec le prospect lorsqu'ils le prospectent. Donc typiquement, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui font de la prospection physique et dans un rayon géographique proche, vont forcément jouer sur la proximité géographique. Je suis de votre ville, de votre quartier, de votre rue, j'ai une agence juste à côté, j'habite à côté, je viens de me lancer avec une agence, j'habite à côté, je vends des sites web. Et ils vont toujours poser une proximité géographique pour dire à l'autre, je suis pas loin, tu as la même rêve que moi. Ceux qui ne sont pas à proximité géographique vont utiliser aussi une proximité humaine. Donc par exemple des intermédiaires. Ma mère est cliente chez vous, mon cousin travaille chez vous, mon ami m'a parlé de vous parce qu'il travaille régulièrement avec vous. Vous voyez l'idée d'avoir un intermédiaire qui vient justifier l'approche, ça c'est aussi une proximité, c'est une proximité humaine, une proximité de réseau. Et puis enfin on a la proximité, on va dire, des hasards de la vie. C'est une proximité qu'on va créer par une conversation toute simple qui est par exemple
vous voyez sur LinkedIn ou sur Facebook, donc sur le profil de votre prospect, qu'il était au Portugal la semaine dernière, vous pouvez lui dire « Ah ben, moi aussi j'adore aller au Portugal tous les étés, si vous aimez vraiment ça, idéalement, sinon vous allez vous faire cramer, ça va aller très vite. Mais vous pouvez dire que vous allez au Portugal tous les étés, que vous adorez ça, vous lui demandez comment il a trouvé le Portugal, et puis derrière vous enchaînez avec votre prospection. Mais l'idée c'est de créer une proximité d'intérêt, un point commun concrètement. Et vous voyez, toutes ces proximités, l'impact qu'elles ont, c'est qu'elles vont abaisser les défenses du prospect parce que, en fait, ça joue sur l'appartenance. Le fait de chercher un groupe d'appartenance. Si vous avez une appartenance commune, forcément, ils ont moins besoin de mettre en place des défenses. C'est un peu comme si vous faisiez partie d'un groupe sécurisé, en fait, qui fait qu'ils vont vous ouvrir la porte plus facilement. Ça paraît bête, hein, mais c'est quand quelqu'un est de votre village, par exemple, vous allez avoir tendance à lui donner davantage d'informations plus rapidement, à baisser vos défenses, à le laisser vous parler davantage, plus longtemps, vous poser plus de questions. Et en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on joue dans la prospection, c'est de trouver des points de proximité pour ouvrir la conversation, peu importe le canal de prospection, de façon à aller très très vite vers une demande de rendez-vous qui sera plus facile, plus fluide grâce à toutes ces proximités. Et on va y revenir un peu plus tard sur le réseau parce que j'ai noté un point commun intéressant sur le réseau qui est ultra puissant. Leur quatrième point commun, c'est qu'ils sont tous positionnés sur le milieu de gamme. C'est-à-dire qu'ils vendent tous des services à au moins 1 000 € par mois quand c'est un service récurrent comme du community management ou de la pub et au moins entre 2 500 et 5-6 000 € quand c'est du site web. En fait, ils sont sur le milieu de gamme. Donc, quand je dis milieu de gamme, ce que je veux dire par là, c'est que selon moi, il y a 3 strates dans le marché. Il y a le bas de gamme qui sont par exemple tous les sites web à 300, 400, 500 balles. Il y a le milieu de gamme qui sont, alors ça peut être des one page à 1 500 jusqu'au site vitrine à 10 000 €. Et puis après, il y a le haut de gamme qui sont les gros sites avec voilà, des gros e-commerce ou des marques assez connues qui vont investir plusieurs dizaines, une centaine de milliers d'euros dans leur site web. Et tous ceux-là qui arrivent rapidement à trouver des clients sont dans le milieu de gamme avec des paniers moyens qui sont généralement entre 2 500 et 4 000 €. Pourquoi? Parce que ça reste des clients faciles d'accès. Contrairement à une très grosse boîte, là ça serait compliqué d'avoir un devis et de le signer rapidement. Là, des PME, vous pouvez typiquement les approcher, obtenir un rendez-vous et les signer, tout ça en moins d'1 mois. Donc le cycle de vente est vraiment intéressant. Mais c'est des boîtes qui ont quand même un potentiel économique pour investir et qui veulent investir un certain montant pour être sûr d'avoir de la qualité. Donc en fait, tous les paramètres sont remplis pour que ce genre de prospect vous rapporte rapidement de l'argent sur un bon panier moyen. Et vous voyez, si vous voulez faire 10 000 € rapidement, bah, c'est quand même plus rapide de trouver 2 clients à 5 000 ou 3 clients à 3 500 que d'aller vendre 10, 15, 20 sites web entre 500 et 1000 balles. Honnêtement, autant je peux vous citer beaucoup de noms qui ont atteint les 10 000 € par mois en moins de 45 jours, autant je peux vous en citer aucun qui l'a fait en vendant des prestats à moins de 500 balles. La réalité, c'est que humainement, quand on démarre, c'est très compliqué de trouver 20, 25, 30 clients à 500 € et c'est même dur à livrer et c'est dur d'être rentable parce que derrière, vous n'avez pas le panier moyen qui vous permet d'avoir une marge. Donc bref, le positionnement sur le milieu de gamme, selon moi, c'est un point super important à retenir et c'est ce que je vous conseille à vous tous si vous voulez avoir les mêmes résultats. Leur cinquième point commun, c'est qu'ils amènent tous des opportunités chiffrées à leurs prospects lorsqu'ils prospectent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas juste avec une promesse de rendre le site web plus beau ou de faire quelque chose qui va leur apporter plus de visibilité ou de faire un site web ou une campagne de pub bonne pour l'image de marque. Non, ils arrivent avec des opportunités vraiment concrètes, vraiment chiffrées. Donc par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que quand ils font l'audit, par exemple, que je recommande souvent, dans l'audit, ils vont mentionner le volume de recherche sur un mot-clé pertinent pour le client, le volume de trafic actuel du site du client et ce que ça pourrait être s'il était mieux référencé, mieux positionné. Donc, ça veut dire que si je vous dis que sur le mot-clé qui vous concerne, il y a 10 000 recherches par mois et que sur votre site web, il y a 300 recherches par mois, vous comprenez que vous en manquez 9 700 qui pourtant pourraient être des prospects potentiels, des clients potentiels pour vous. Donc là, vous comprenez vraiment la taille de l'opportunité et ça vous motivera à investir dans votre site web. Les chiffres, en fait, c'est vraiment ce qui permet de rationaliser l'investissement du client. Donc, quand vous leur apportez des chiffres au moment de la prospection, vous les aidez à vous dire oui. Et ça, c'est un point commun que je retrouve chez tous ceux qui ont des gros résultats, c'est qu'ils ont compris ça. Ils ont compris que pour avoir une réponse rapide de la part du prospect, donc déjà pour avoir une réponse tout court, mais en plus pour avoir une réponse rapide, il est important de lui donner des éléments de réflexion, notamment des chiffres.
Pour trouver des chiffres, c'est pas trop compliqué, hein. Utilisez des outils comme SEMrush ou le Keyword Planner de Google, ce genre de choses. Ça vous donne au moins quelques chiffres qui vous permettent de vous positionner dessus. Et puis après, apprenez des statistiques par cœur. Par exemple, si un site n'est pas responsive, quel pourcentage de trafic vous perdez. Je crois qu'il y a un truc genre 80% du trafic se fait sur mobile maintenant. Donc si un site n'est pas responsive, on peut partir du principe que 80% de son trafic tombe à l'eau. Et des statistiques comme ça vous aidera à faire des grandes généralités et à vous faire écouter par votre prospect. Sixième point commun, aucun de ces freelances ou de ces agences ne partagent leur prix lors du premier rendez-vous, lors du R1, donc le premier rendez-vous de vente. Jamais ils donnent de prix pendant le rendez-vous. Ils vont tous attendre la fin du rendez-vous et faire un devis ou alors directement planifier un R2. Alors ça, j'ai remarqué que les deux scénarios existent. Il y en a qui vont faire le rendez-vous, puis dire à la fin du rendez-vous, je vous envoie un devis sous 24 à 48 heures, et par la suite, ils envoient un devis par email. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire à la fin du premier rendez-vous, on se voit la semaine prochaine pour un deuxième rendez-vous dans lequel je vous partagerai le pricing et ma proposition. Alors franchement, les deux fonctionnent, les deux permettent de closer. Moi, j'ai une préférence pour l'envoi par email, mais tout en prévoyant quand même un R2 par la suite pour lever des objections. Mais dans tous les cas, par contre, jamais ils ne proposent leur prix directement pendant le premier rendez-vous. Et pour moi, ça amène à un point qui est un point principal, qui est que votre prix, du coup, a toujours l'air sur mesure. C'est toujours du personnalisé. Ça, c'est un point qui me semble super important. Si moi, je suis client et que tu me prends une demi-heure pour me faire une phase de découverte, pour comprendre quels sont mes besoins, qu'est-ce qui doit être mis en place sur mon site, etc., tu n'es pas censé me sortir un prix rond qui est le même que mon voisin. Et j'imagine que si tu me le sors pendant le rendez-vous, c'est que tu l'avais prévu avant le rendez-vous. Donc, tu vois, ça me saoulerait de passer une demi-heure à donner des détails, des spécifications sur mon besoin, mais que le prix, lui, ne soit pas personnalisé et modifié en fonction de ça. Donc, en tant que client, je préférais attendre 24 heures, idéalement seulement quelques heures, plus c'est rapide, mieux c'est, mais avoir un prix qui est vraiment personnalisé. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que ça marche particulièrement bien de faire comme ça et d'attendre après le rendez-vous pour partager le prix. Mais il y a aussi une deuxième raison qui, là, est plus de moi en tant que coach et en tant que formateur, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, quand on a des premiers rendez-vous, forcément, le taux de stress est un peu plus élevé et on peut dire beaucoup de conneries. Et du coup, si vous êtes à votre premier rendez-vous et qu'on vous demande un prix et que vous voulez sortir un prix et que vous êtes stressé, il y a une chance sur deux pour que vous manquiez de sang-froid et que vous sortiez un prix qui n'a peut-être rien à voir avec ce que ça va vraiment vous coûter de livrer. Alors que ce soit en temps ou que ce soit en sous-traitance. Si vous avez prévu sous-traiter, veillez à faire une marge. Donc si vous balancez dans la panique 4 000 € et que tous vos sous-traitants vous demandent 3 000 €, c'est quand même bête de faire une vente qui va vous rapporter même pas 1 000 € de marge nette dans votre poche. Donc, je vous dirais que le plus intelligent, c'est de rentrer avec toutes les informations chez vous, de vous poser, d'établir combien ça va vous coûter de produire le site web ou la campagne de pub, peu importe. Et à partir de là, vous faites votre devis sur lequel vous vous assurez qu'il y ait une marge confortable. Septième point commun, ils publient tous sur les réseaux sociaux au moins 3 fois par semaine. C'est-à-dire qu'ils ont tous une stratégie de contenu. Et il y a un truc qu'ils me disent tous et qui me fait plaisir, parce que moi je vous le dis souvent, mais c'est bien aussi qu'on me le confirme sur le terrain et à grande échelle, parce qu'ils sont quand même nombreux dans cet échantillon que j'analyse aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'ils signent un client, il y a une petite mention concernant le contenu qu'ils ont partagé précédemment. En fait, quand vous allez faire une stratégie de contenu, quand vous allez partager du contenu sur LinkedIn, Instagram, YouTube, etc., ça ne va pas vous faire une vague de clients. Vous n'allez pas vous faire découvrir du jour au lendemain par des centaines d'entreprises. Par contre, vous allez voir que la prochaine fois que vous allez signer un client, il y a de fortes chances qu'il vous lâche une petite ref en mode « D'ailleurs, j'ai vu ton post la semaine dernière » ou alors même plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, ils vont peut-être vous dire et j'avais vu tes publications sur LinkedIn, j'aimais ça, c'était cool, ça m'a convaincu de travailler avec toi. Et ça, c'est des choses qui vont vous confirmer qu'une stratégie de contenu, tant mieux si ça vous fait découvrir, mais surtout, c'est super puissant pour la conversion. Les gens qui hésitent à bosser avec vous vont regarder votre contenu et suite à ça, décident si vous êtes digne de confiance ou pas. Donc avoir une stratégie de contenu, c'est avoir des petits soldats, des petits soldats qui s'occupent de closer à votre place quand vous dormez. Donc c'est super important de publier sur les réseaux sociaux et eux, ils le font tous en moyenne 3 fois par semaine. Huitième point commun, ils ne font appel à aucune automatisation. Vous regardez leur stratégie, jamais vous trouverez un bot, une automatisation, un truc qui vient scraper 500 emails par jour, etc. Ça n'existe pas chez eux. Ils préfèrent tous faire des petites quantités, des petits volumes de prospection et avoir une très haute qualité d'approche.
Je vais mentionner par exemple Inès, qui fait partie de cet échantillon que j'ai analysé. Inès, ne serait-ce que dans les 2 dernières semaines, elle a eu des scores incroyables, elle a signé pas mal de clients. Et la semaine dernière, pour être précis, elle a fait 7 approches, donc 7 prospections en physique. Elle a eu 5 rendez-vous sur les 7 approches et sur les 5 rendez-vous, elle a eu 3 closings. Et je pense qu'il y a encore 1 ou 2 rendez-vous qui sont à venir pour plus tard. Mais c'est pour vous dire que sur seulement 7 rendez-vous, il y a déjà 3 ventes. Déjà, le ratio, il est incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'elle a préparé ses approches de fou. Elle y est allée en physique, super impliquée, avec un vrai audit imprimé, prêt à être remis en main propre. Elle a fait les choses à fond, de façon super impliquée, et ça a payé. Mais ça, si elle essayait de le faire en l'automatisant et en le faisant sur 150 personnes par mois, ça ne serait pas possible. Donc en fait, personnellement, je pense qu'il faut avoir un volume minimal de passage à l'action. C'est sûr et certain, c'est comme ça que vous allez apprendre de plus en plus vite. Plus vous faites du volume, plus vous allez apprendre vite. Ça va accélérer votre courbe d'apprentissage. Et aussi, c'est la loi des probabilités, plus vous faites de volume, plus vous avez de chances que ça marche. Ça, c'est évident. Mais pour moi, le volume a une limite qui est la qualité. À l'instant où vous baissez en qualité, arrêtez-vous à ce niveau de volume. Donc typiquement, si vous faites de la prospection physique, pour moi, vous devriez en faire 15 à 20 par semaine. C'est amplement suffisant pour avoir des résultats et ça vous permet encore de faire de la qualité. Et si vous avez un emploi à temps plein, vous n'avez vraiment pas le temps de prospecter, bon, c'est un peu dommage, ça vous empêche de lancer votre boîte à fond, mais au pire, faites juste 4-5 approches par semaine, par exemple une par jour, juste une par jour, mais faites-la à fond, faites-la bien et vous aurez des résultats rapides. Ça, c'est vraiment un truc que je retrouve partout, c'est prôner la qualité au-delà de la quantité. Et pourtant, je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on se dit que plus on va en faire, forcément, la probabilité voudra qu'il y aura bien 1 ou 2 personnes qui aura un besoin à ce moment-là et nous dira oui. Mais ce n'est pas ce qui construit non plus le meilleur positionnement, la meilleure réputation et les meilleurs outils. Habituez-vous à la qualité, c'est beaucoup mieux. 9e point commun, ils ont tous une stratégie de follow-up. Alors, multicanal et au moins sur 5 relances. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que donc ils font tous du follow-up. Donc, du follow-up, c'est du suivi, des relances. Donc, après la première prospection, ils vont relancer les prospects. Ça, c'est la première chose. Et ils le font tous en multicanal. Ça veut dire que, par exemple, s'ils ont prospecté quelqu'un par email, ils ne vont pas le relancer 8 fois par email. S'ils l'ont prospecté la première fois par email, ils vont envoyer peut-être une première relance par email. Et si ça ne répond pas, ils vont passer sur le téléphone. Si ça ne marche pas, ils vont retourner sur email ou alors aller sur LinkedIn, message LinkedIn, puis aller en physique. Vous voyez, ils vont essayer plusieurs canaux. Parce que ce serait vraiment quand même dommage de faire 8 prospections par email avant de vous rendre compte qu'en fait, il ne reçoit pas ses emails. Vous voyez, ce serait quand même dommage et ça va vous prendre beaucoup de temps pour rien. Alors qu'en passant par du multicanal, ça vous permet d'optimiser vos chances de reach, donc d'atteindre le prospect. Donc ça, c'est ce qu'ils font tous, du follow-up multicanal. Et là, forcément, ils viennent de l'écosystème qu'on a mis en place de notre côté. Donc nous, on donne toujours un conseil qui est de faire au moins 5 relances. On a remarqué dans l'écosystème que c'est à la 5e relance qu'il y a le plus de résultats. Donc sachez que si vous faites des relances de votre côté et que vous faites moins de 5 relances, vous laissez de l'argent sur la table. Vraiment, la 4e, 5e relance, c'est là où il y a le plus de retours de la part des prospects. Ça paraît bizarre, on se dit que s'ils nous ont ghosté 4 fois, ils vont nous ghoster 5 fois, mais en fait, non, pas du tout. À la 5e, il y aura beaucoup de retours. Et donc, ils font tous au moins 5 relances après la première prospection. Donc ça, c'est un point super important. C'est ce qui vient exploser leur taux de conversion. Alors, le 10e point, il est super intéressant. Toutes ces personnes qui ont eu de gros résultats ne sont pas forcément les plus gros experts de leur domaine. En fait, ils connaissent très souvent assez peu leur service d'un point de vue production. Par contre, ce sont des experts des bénéfices qu'apportent leurs services. Donc, concrètement, ça veut dire que ces freelances et ces agences ne sont pas les meilleurs en tant que personne, les fondateurs ne sont pas les meilleurs pour livrer le service. Donc souvent, ils ne sont pas très techniques, ils ne sont pas très bons techniquement avec leur service. Par contre, ils comprennent parfaitement l'impact de leur service pour la PME à qui ils le vendent. Donc typiquement, ça veut dire que s'ils vendent du Google Ads, ils ne sont pas forcément très bons en Google Ads. Probablement que dans une conversation, vous allez leur mettre une distance sur tout ce qui est Google Ads très rapidement. Par contre, ils savent exactement en quoi Google Ads amène les résultats à une PME, comment ça fonctionne de façon générale au niveau stratégique. Et vous voyez, ça, c'est vraiment un point intéressant. Moi, maintenant, je suis un peu comme ça. Avant, j'étais très technique, je faisais toute la prod. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté la prod et je ne me suis pas mis à jour sur les outils. Et au final, ça ne m'empêche pas de gérer ma boîte ou de vendre des services web. Pourquoi? Parce que le plus important quand on vend un service web, c'est de savoir l'impact de ce service pour la PME. Ce n'est pas de savoir comment ça se passe d'un point de vue technique. Et si ça devait arriver, je ferai simplement un 2e rendez-vous où j'invite mon expert technique au rendez-vous et lui, il répond aux questions techniques. Mais en soi, ce qui a le plus de valeur pour trouver des clients,
pour faire des ventes, pour faire de l'argent, c'est de savoir quel est le bénéfice du service. Donc si vous voulez vendre des refontes de sites web, des sites web, eh bien, sachez plutôt ce que va déclencher un bon site web pour une PME. Parler de conversion, de référencement, de hausse du trafic, du fait que si on a un bon site web avec des bons call to action un peu partout, eh bien, ça va augmenter le taux de conversion. Donc pour 100 visiteurs, s'il y a 10% de plus de taux de conversion, il y aura 10 clients de plus sur 100 visiteurs. Et sachez juste expliquer ça et puis comprendre les grandes bases d'un taux de conversion, donc comprendre ce que c'est un call to action, etc. Mais une fois que vous savez toutes ces stratégies-là, même si vous, techniquement, vous n'êtes pas bon pour faire du design de site web et créer le site web dans WordPress, dans Webflow, ce que vous voulez, si vous savez globalement à quoi doit ressembler un site web, comment doit être construit un site web, qu'est-ce qu'un site web qui vend, qui convertit bien, etc., c'est le plus important. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la technique, mais vous connaissez la stratégie. Vous savez du coup vendre une vision stratégique et c'est ça qui vous rapportera de l'argent. Et c'est un truc que je repère chez eux parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils se concentrent sur la prospection et délaissent un peu la production pour la plupart. Donc ce qui veut dire que forcément, ils se concentrent sur le bénéfice de ce qu'ils apportent plutôt que sur comment ils l'apportent. 11e point commun, avant toutes leurs approches et avant tout leur rendez-vous de vente, ils font des recherches approfondies sur l'industrie avec laquelle ils vont travailler. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont regarder quels sont les tenants, aboutissants et priorités de l'industrie en question, quels sont les mots-clés spécifiques ou le vocabulaire à utiliser pour vraiment intéresser l'interlocuteur. Donc, je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, si quelqu'un va aller prospecter le monde des hôtels, ils vont faire une recherche sur, OK, de quoi a besoin un hôtel d'un point de vue marketing? Quels sont leurs challenges principaux? Quels sont les vocabulaires qu'ils utilisent? C'est quoi les fournisseurs, partenaires, etc. les plus communs pour un hôtel? Ils vont se renseigner sur l'industrie de façon générale pour être plus quali dans l'approche et dans le rendez-vous. Et pour trouver cette information-là, c'est pas trop compliqué. Vous cherchez déjà sur Google, vous trouverez beaucoup d'informations. Et surtout, vous pouvez utiliser des trucs comme ChatGPT. Donc, vous créez un GPT où vous lui expliquez concrètement ce que vous faites, votre activité, votre agence, tout ça. Vous lui dites que régulièrement, vous allez lui demander de l'information sur les industries dans un contexte de prospection. Et vous allez voir que ChatGPT va vous sortir plein de trucs intéressants. Pour les hôtels, typiquement, faites le test. Il va vous sortir le fait que les hôtels ont besoin de réservations en direct sur leur site web, qu'ils payent des commissions quand ça passe par Booking.com, Expedia, etc. Et que du coup, pour vraiment intéresser un hôtel, il faut leur proposer des réservations directement sur leur site web. Quand vous allez lui demander qu'est-ce qu'il faut sur un site web d'un hôtel pour avoir des résultats, pour générer des réservations, il va vous répondre qu'il vous faut des photos, des avis clients et le prix et les disponibilités avec un calendrier. Vous voyez, toutes les bases, en fait, il va vous les sortir. Et quand vous avez ça en tête, vous êtes déjà beaucoup mieux armé pour aller à votre rendez-vous ou à votre approche. Et si vous prospectez par niche, donc par exemple que vous allez toujours voir, je sais pas moi, la niche des hôtels aujourd'hui, puis la semaine prochaine, vous ferez la niche des cliniques esthétiques, et ce qui est cool, c'est que vous avez juste à faire le travail une fois en début de semaine. Vous faites toutes vos prospections sur la semaine dans votre niche et puis après, vous referez le travail la semaine suivante pour la niche suivante. Et en plus, c'est cool parce que ça vous fait une culture générale business qui est plutôt intéressante. Moi, j'aimais beaucoup ça au début quand j'étais super généraliste et que je touchais un peu à tout et à toutes les industries. J'aimais bien découvrir des nouveaux métiers tous les jours. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire aussi. 12e point commun, ils font tout pour parler directement au décideur ou à la bonne personne lorsqu'ils prospectent et ils n'acceptent pas les obstacles. C'est-à-dire que ils vont toujours trouver le nom et le prénom de la personne à qui ils veulent parler, qui a vraiment un pouvoir de décision. Ils vont trouver autant que possible son 06 ou son 07 plutôt que de passer par le téléphone fixe de l'entreprise, même si ça suppose ça fait un peu bizarre quand on appelle et que directement le 06, les gens se demandent souvent où est-ce qu'on l'a trouvé. Vous pouvez leur dire honnêtement, je l'ai trouvé sur internet tout simplement. Ne soyez pas trop complexés avec ça, mais appelez des 06 et des 07, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite derrière pour avoir une vraie conversation et obtenir le rendez-vous. Donc ça, c'est une de leurs priorités. Vous pouvez utiliser des outils comme Casper ou comme Full Rich directement sur LinkedIn pour venir sourcer les numéros de téléphone. Et puis des fois, sur Google, vous pouvez les trouver. Ils vont aussi toujours essayer de chercher les emails spécifiques de l'interlocuteur, pas un email général de la boîte ou autre. Et quand ils y vont en physique et que ça ne marche pas, alors par exemple Inès me racontait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'audit et au lieu de le laisser à n'importe qui, elle va le mettre dans une enveloppe qui est opaque, genre papier craft, et puis elle va mettre sur l'enveloppe que c'est pour le décideur ou la personne à qui elle veut parler. Et elle le met dans la boîte aux lettres. Comme ça, au minimum, elle sait que le courrier sera dirigé à la bonne personne. Ce ne sera pas aussi immédiat que si elle était là, ce n'est pas aussi efficace, mais ça lui a déjà permis d'être rappelé par la personne. Au moins, on est sûr que le document va à la bonne personne. Donc ça, c'est une mentalité intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, qui vont dire bon tant pis, il n'est pas là, je vais laisser l'audit à la réception ou à la première personne que je croise, et puis on verra bien si ça tombe chez lui.
Ça, c'est dommage, c'est un peu un abandon, alors qu'il y en a qui vont forcer et trouver des façons de faire pour arriver à la bonne personne. Encore une fois, Inès, je parle beaucoup d'elle, mais en même temps, elle a eu de très gros résultats dernièrement. Inès, elle nous a aussi raconté pendant une des sessions que ce qu'elle faisait, c'est que quand elle était à une réception, qu'on lui disait bah, Monsieur Machin n'est pas là en ce moment, elle demande directement et quand est-ce qu'il sera là? J'ai envie de le voir directement, je veux lui parler à lui, quand est-ce que je peux repasser? Et pas à chaque fois, mais de temps en temps, on lui dit bah, passe plus tôt, par exemple ce soir, entre 17 et 18 heures, il sera dans le coin. Et là, elle repasse et elle arrive à parler à son interlocuteur. Et je parle d'Inès, mais c'est pareil par exemple pour Mathieu, qui fait aussi de la prospection physique et qui a trouvé 5 clients la même semaine avec de la prospection physique, comme ça, avec des audits, et qui s'y prend de la même façon générale que Inès. Et ces deux-là arrivent à avoir énormément de résultats très rapidement. C'est pas pour rien, c'est parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement impliqués dans leur prospection et qu'ils respectent tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. 13e point commun de tous ces freelances et agences à succès, ils ont tous un beau site web, un site web qui donne envie. Alors ça paraît bête, mais c'est comme la stratégie de contenu. Si vous vendez du site web, si vous vendez du web, faites du web. En fait, aucun de ces freelances et agences à succès ne sont des cordonniers mal chaussés. Et au bout d'un moment, ça va bien hein, de s'excuser avec une expression comme le cordonnier mal chaussé. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, machin. Ça va 2 minutes. Dans la pratique, vous voulez vendre des sites web, ayez un beau site web. Surtout si vous n'avez pas de portfolio, si vous n'avez pas de clients, vous êtes votre propre client. En soi, si vous avez la compétence ou le contact pour vous faire un beau site web, faites-le. Parce que comme ça, si on vous demande ce que vous savez faire, vous pouvez déjà montrer votre propre site web. Et probablement que moins de gens vous poseront la question parce que vous avez un site web qui a de la gueule en premier lieu. Donc, je vous dirais d'être votre propre vitrine, ça me semble important. Et c'est un point que je remarque chez toutes ces personnes qui ont des résultats. Donc, je vous invite à être votre propre vitrine, ayez une belle stratégie de contenu, une belle stratégie de réseaux sociaux, comme on l'a dit précédemment, mais aussi ayez un beau site web, même si c'est un one page. Vous savez, juste une simple landing page. Kali, c'est amplement suffisant. Avec WordPress et Divi ou Elementor, ou avec Webflow, avec Framer, ce que vous voulez, mais une belle landing page clean avec des textes qui sont percutants, qui sont bien réfléchis, un bon copywriting, ça va vous prendre un après-midi à mettre en place, mais ça peut faire toute la différence. 14e point, il va être rapide parce qu'il a l'air un peu bête, mais pourtant il est important. Tous ces gens dont je vous parle ont l'air sympas lorsqu'ils prospectent. Alors, encore une fois, ça paraît bête, mais si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que, vous savez, moi j'écoute beaucoup d'enregistrements de prospection à travers mes programmes de coaching. Je fais ce qu'on appelle des call reviews, etc. Et donc il y en a qui vont mettre des dictaphones dans leur poche pour aller prospecter, ou qui vont enregistrer leur call, enregistrer leur Zoom. Et moi derrière, je les regarde pour faire une critique constructive. Et très souvent, ce que je remarque, c'est que les gens sont stressés, ce qui est normal, mais à cause du stress, vont oublier de sourire, d'être à l'aise, d'être chill, de demander aux gens comment ils vont. Vous voyez, la base qui normalement forge un peu une relation humaine, enfin entre personnes, des fois cette base est oubliée à cause du stress. Et donc ça, malheureusement, bah, ça casse tout. Je préfère vous le dire, hein. Dans une prospection, oui, le fond est important, apporter l'audit, le cadeau, le machin, c'est important, mais si dans la forme, votre attitude est négative, même sans le vouloir, si vous êtes un peu froid, un peu stressé, que vous bégayez et que vous oubliez de sourire, ça n'envoie pas le meilleur des messages. Donc ça ne donne pas forcément envie de vous recevoir. Et par téléphone, c'est encore pire. Parce qu'au téléphone, comme on ne voit pas la personne et qu'on n'a pas le langage non verbal, tout est amplifié. Si vous ne souriez pas au téléphone, que vous faites un monologue, que vous parlez vite et que vous bégayez, je peux vous garantir que les gens vont raccrocher en moins de 10 secondes. Et ça, malheureusement, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les prospections ne fonctionnent pas. Ce n'est pas à cause du fond et de ce que vous avez préparé, c'est à cause de l'attitude générale et de la forme au moment de la prospection. Et c'est super dommage parce que si vous passez une demi-heure à préparer un audit incroyable et qu'on ne vous écoute pas juste parce que vous êtes stressé, que vous oubliez de sourire et d'être sympa, bah, c'est un vrai temps perdu alors que techniquement vous auriez pu avoir un beau deal. Donc être sympa, ça paraît bête, mais c'est une bonne base pour démarrer une relation commerciale. Donc venir voir le prospect avec le sourire, demander comment il va, montrer que vous êtes à l'aise, même si vous êtes stressé, hein. Vous avez le droit d'être super stressé au fond, ça c'est pas un problème. Mais vous faites un jeu d'acteur en français où vous donnez l'impression que vous êtes à l'aise là où vous êtes et que vous méritez d'être là et d'apporter ce document à cette personne. Ça c'est pour si vous faites du physique. Au téléphone, c'est exactement la même chose. Forcez le sourire parce qu'au téléphone, il faut vraiment amplifier les choses pour qu'elles s'entendent et qu'elles se ressentent bien. Donc amplifiez le sourire, amplifiez votre aisance, demandez aux gens comment ils vont, ralentissez votre rythme, ça va ralentir leur rythme à eux aussi. Donc si vous parlez très très vite, eux ils vont se sentir pressés, ils vont être pressés de raccrocher. Si vous prenez votre temps, sans être trop long, mais si vous prenez votre temps au téléphone,
et que vous êtes chill au téléphone, vous allez envoyer le message de je suis à l'aise, sois à l'aise toi aussi, et on aura une belle conversation. Donc vous déclenchez ce que vous recevez, hein. Donc c'est important de le prendre en compte quand vous prospectez. 15e point commun, ils ne font aucun compromis sur la qualité de la qualification du prospect. C'est-à-dire que quand ils vont qualifier un prospect, donc qualifier un prospect, c'est vérifier que le prospect est un bon prospect à approcher. Donc c'est un prospect qui a un potentiel pour notre prospection. Et donc, dans leur qualification, ils ont tous différents critères de qualification, dont je parle souvent dans mes vidéos et dont je parle forcément en profondeur dans les programmes de coaching et de formation. Et tous ces critères, parmi eux, il y a par exemple le potentiel économique. Est-ce que l'entreprise gagne assez d'argent pour s'offrir à mes services? Est-ce qu'il y a un besoin avéré? Est-ce que cette industrie, cette niche a vraiment besoin d'un site web pour faire des ventes? Est-ce qu'ils ont un problème évident? Vous voyez, tous ces critères-là. Donc eux, généralement, en ont entre 6 et 8 critères comme ça, que je partage dans le programme. Et ces 6 à 8 critères, ils sont coulés dans le béton. C'est-à-dire que jamais vous allez voir des membres qui ont autant de résultats faire les coins ronds, aller en diagonale sur tous ces critères. Ils vont toujours les respecter les uns après les autres et vérifier que le prospect correspond à tous les critères et est super qualifié. Alors encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est long, c'est chronophage de qualifier le prospect. Mais on revient à l'idée du volume. Vaut mieux prospecter 15 prospects ultra qualifiés qui correspondent à tous les critères que d'aller voir 50 prospects à moitié qualifiés, où on n'est pas sûr de est-ce qu'ils font de l'argent ou pas, est-ce qu'ils ont un besoin ou pas, est-ce qu'un site web leur servira ou pas. Vous voyez, tous ces prospects où on ne connaît pas vraiment leur situation, honnêtement, moi je vous dirais de les fuir, aller vers des prospects où vous savez à qui vous vous adressez et vous avez une vision de ce que vous pouvez leur apporter. Donc pour ça, qualifiez-les à fond, ne faites pas de compromis sur la qualif. Alors 16e point commun, encore une fois, ça revient à de la discipline, parce que tout à l'heure, quand je parlais de critères de qualification, c'était de la discipline, là c'est pareil, ils respectent leur KPI. S'ils s'engagent à faire 15 prospections physiques par semaine, ils vont faire leurs 15 prospections physiques par semaine. Et s'il y a une semaine, ils n'ont pas de résultat, ils ne vont pas pleurer, ils vont simplement dire j'ai pas fait mes 15 prospections physiques. Donc s'ils n'ont pas atteint leur KPI pendant une semaine, ils vont assumer le fait que l'échec vient du fait qu'ils n'ont pas atteint leur KPI. Je pense que ça c'est un truc que je pourrais associer à ce point commun, c'est que je vois chez eux une vraie, au-delà de la discipline, une vraie responsabilité. Ils savent que ce sont leurs actions qui leur amènent des résultats. Et donc, quand ils ont une semaine où ils font moins d'actions, ils vont me dire la semaine prochaine, je vais faire le double et je vais rattraper mon retard. Vous voyez, ils ne vont pas se donner beaucoup. Et c'est des gens qui sont très souvent assez durs avec eux-mêmes, assez exigeants avec eux-mêmes, et je pense que c'est ce qui les amène à avoir autant de résultats aussi rapidement. Encore une fois, c'est pas des surhumains, hein. C'est des gens qui partent de zéro, qui pour la plupart n'avaient pas de grosses compétences techniques ou commerciales, mais qui arrivent quand même à faire des gros chiffres rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent à fond. Et pour un autre critère qu'on va voir aussi à la fin, et puis pour les 23 critères que je partage dans cette vidéo de façon générale, mais il y a certains critères qui sont plus présents et forts que d'autres, et parmi ces critères, il y a la discipline, le fait de faire les KPI, d'atteindre les KPI, de faire les volumes semaine après semaine. 17e point commun, celui-là, il est super important. Là, on arrive dans mes préférés, c'est le fait qu'ils réinvestissent tous leurs premiers gains dans des leviers de croissance pour faciliter leur prospection. C'est-à-dire que même s'ils sont plutôt chauds sur la prospection, ou du moins qu'ils arrivent à maintenir leurs KPI dans la prospection, pour rappel, les KPI, c'est les volumes, c'est les indicateurs de performance, même s'ils ont donc une facilité sur la prospection, ils vont quand même toujours chercher à la facilité. Donc par exemple, tous ceux que j'ai vus qui ont eu de gros résultats rapidement ont pris une partie de leurs gains, même s'ils ont sous-traité pour 50% de ce qu'ils ont gagné, les 50% qu'ils ont gardés, ils les ont intégralement réinvestis dans des accès à des clubs d'entrepreneurs comme les BNI, etc., dans des salons professionnels pour aller sur des salons qui peuvent coûter 200, 300, 400 euros à l'entrée, mais qui permettent de tout de suite rencontrer beaucoup de prospects. Ils les ont gardés de côté dans le compte pour pouvoir payer des restaurants, parce que ça paraît tout bête, mais quand vous proposez un rendez-vous à quelqu'un, invitez-le à manger dans un restaurant pas trop mauvais un midi. Vous allez voir que ça va l'aider à dire oui, hein. Et les gens ont donné leur de la bouffe gratuite, ils vont venir plus rapidement au rendez-vous. Donc encore une fois, si vous n'avez pas l'argent pour le faire, ça va être compliqué, mais si vous pouvez avoir un peu d'argent de côté dans votre compte, de quoi financer des restos avec vos prospects, les inviter à boire des cafés dans des beaux hôtels, des beaux lieux, etc., vous allez les aider à dire oui, ça va les tenter. Vendez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme compte autant que le fond. Donc vendez aussi le packaging. Si je vous dis, viens, on prend 20 minutes et je vous présente mon audit, ou viens, on prend 20 minutes, on va boire un café au Ritz et au passage, je vous présenterai mon audit,
Bah, ça paraît bête et matérialiste, mais ça marche. Ça crée un packaging qui leur donne envie de venir et d'accepter. Et au passage, bah, ça rajoute aussi une couche d'implication parce que vous sortez de l'argent, en plus de votre énergie, de votre implication, vous sortez de l'argent pour le prospecter. Et ça, forcément, ça va être bien reçu par le prospect. Et c'est une norme dans le monde du business. Vous avez sûrement dû voir dans plein de séries, dans plein de films, etc., des gens qui organisent des grosses soirées pour séduire des clients. Ben, c'est un peu la même idée. Ça a toujours existé dans le business. Point commun numéro 18, celui-là, retenez-le bien, ils ne promettent jamais de résultats à leurs clients, ils ne garantissent pas de résultats. En gros, ça c'est une erreur un peu fatale et qui vient vraiment vous embêter profondément dans la prospection quand vous le faites, c'est que si vous avez en tête qu'un prospect n'achètera ou n'acceptera votre offre que si vous garantissez un résultat, vous allez avoir un vrai problème parce que dans le marketing, on ne peut pas promettre quoi que ce soit. Vous ne maîtrisez pas l'offre et la demande. Vous ne maîtrisez pas les algorithmes. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un travail de la meilleure des façons possibles, mais vous ne pouvez pas promettre un résultat concret. Si vous faites de la pub, vous pouvez dire que oui, vous travaillez, vous allez mettre tout en place pour qu'il ait un retour sur investissement, mais vous ne pouvez pas garantir qu'il aura x4 de retour sur investissement. Parce que si jamais l'offre et la demande ne se rencontrent pas, vous ne pourrez pas le générer, ce retour sur investissement. Vous allez faire quoi? Vous n'allez pas rembourser le budget pub. Donc, oubliez toutes les garanties, oubliez toutes les promesses, mais par contre, expliquez par A plus B à votre prospect pourquoi vous pensez que ça va marcher. C'est-à-dire que typiquement, moi j'aime bien penser que les prospects qu'on va voir ont déjà un certain succès. Vous allez voir des boîtes qui ont un potentiel économique, donc qui font déjà 250 000, 500 000 par an, 1 million, 2, 3, 4 millions par an. Donc c'est des gens qui ont déjà réussi à monter une boîte. Ils n'ont pas fait ça comme des touristes, enfin, genre, ils sont pas là par hasard. Et c'est des entrepreneurs dans l'âme qui se sont formés, qui comprennent ce que c'est la pub, le marketing, la vente, l'investissement et le retour sur investissement. Donc si vous prenez le temps de leur expliquer, écoutez, là vous avez un site web qui déclenche 300 visites par mois parce qu'il est loin d'être optimisé au niveau du référencement et au niveau des conversions, c'est pas ouf, sur 300 visites, il n'y a que 3 demandes de devis. Bon bah moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à fond dessus pour le rendre ultra sexy aux yeux de Google pour qu'il se référence bien. Donc j'espère bien que ça va augmenter vos visiteurs et en plus de ça, je vais l'optimiser pour les conversions pour que éventuellement au lieu de 3 visiteurs, on en ait 3, 4, 5 fois plus. Je ne peux pas vous dire combien, mais on ait beaucoup plus de visiteurs qui passent à l'action parce que le site sera plus adapté à leur cheminement sur le site et que ça les amènera vers votre page de demande de devis, par exemple. Et si j'explique ça à quelqu'un, il va bien comprendre que je ne peux pas lui promettre le nombre de conversions ou le nombre de visiteurs, mais il va comprendre que je sais de quoi je parle, je comprends sa situation actuelle et je vais mettre en place des choses qui, normalement, par A plus B, devraient améliorer sa situation pour arriver vers une situation avec plus de visiteurs et plus de conversions. Et il va investir et prendre le risque. L'investissement est toujours un risque dans le business. Donc, il va investir avec ce risque que, effectivement, la différence ne soit pas majeure, mais quand même avec l'espoir qu'on amène un résultat. Et ça n'existe pas une entreprise qui a investi dans un site web ou dans de la pub ou dans du community management en étant sûr et certain de son retour sur investissement. Pourtant, ils le font parce qu'ils savent que c'est important et aucun entrepreneur n'arrive à 1, 2, 3 ou 4 millions de chiffre d'affaires sans avoir pris de risques précédemment. Donc, partez du principe que les prospects qui vous disent oui, ne vous inquiétez pas, ils ont conscience qu'ils prennent un risque et ils le font parce qu'ils savent que c'est important. Donc ne vous prenez pas la tête à leur place sur tout ce qui est garanti, etc. Ne promettez rien. Tous ces gens qui ont des résultats dont je vous parle aujourd'hui ne promettent rien et ça se passe très bien. Leur point commun numéro 19, très rapide celui-là, leur agence est leur seul projet. Alors ils ont parfois un emploi à temps plein, il y en a qui ont atteint les 10K en moins de 45 jours en partant de zéro avec un emploi à temps plein ou avec leurs études à côté. Ça, c'est pas un problème. Par contre, généralement, leur emploi ou leurs études, c'est assez secondaire et ils veulent vite le quitter si leur agence fonctionne. Donc, c'est pas ce qui leur occupe le plus l'esprit. Par contre, ils n'ont jamais de projet à côté. À l'inverse, je vois beaucoup de gens qui ont plusieurs projets en même temps, qui veulent monter un e-commerce, une agence, faire de la crypto, tout ça en même temps et qui du coup sont assez défocus. Et ceux-là ont généralement beaucoup plus de mal à avoir des résultats rapides. Ils peuvent quand même avoir des résultats, mais souvent, c'est beaucoup plus lent. Et tous leurs projets avancent très lentement. Alors que probablement que s'ils mettaient tout leur focus sur un seul projet, ça irait beaucoup plus vite et ils feraient finalement beaucoup plus d'argent. Et donc, tous ceux qui ont le plus de résultats ici n'ont que leur agence comme projet entrepreneurial. Ils y mettent toute leur énergie, tout leur mental, tout leur focus et forcément, ça va super vite. Le 20e point commun, celui-là, c'est franchement, si ce n'est pas le plus important, il fait partie du top 3 des plus importants. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Toutes ces personnes qui ont beaucoup de résultats agissent beaucoup plus qu'ils ne réfléchissent. C'est-à-dire que quand ils reçoivent un conseil de quelqu'un de confiance, ils vont l'implémenter dans les heures ou les jours qui suivent
et vont juger la qualité de ce conseil à partir de ses résultats. Ils vont pas passer des jours ou des semaines à se demander si ce conseil est bon, à l'analyser, à essayer de le démonter dans tous les sens pour savoir s'ils doivent le mettre en place. Et ça, je peux vous garantir que dans tous ceux que j'accompagne, en fait, je pourrais diviser le monde en deux. Ceux qui reçoivent le conseil l'implémentent et vont mathématiquement avoir beaucoup plus d'actions posées dans une semaine ou dans un mois, dans une année, et donc beaucoup plus de résultats. Et ceux qui reçoivent le conseil, qui l'analysent, qui essayent de me challenger, de me poser plein de questions sur pourquoi ce conseil est bon, et si se passe ça, et si le client me dit ça, et si le prospect me dit ça. Et ils vont essayer de me trouver plein d'excuses pour lesquelles ce conseil pourrait ne pas marcher. Et si j'arrive à vraiment désactiver, à lever toutes leurs objections et toutes leurs excuses, là, ils vont peut-être le mettre en place. Mais dans la pratique, 2 semaines seront passées. Donc dans la pratique, en fait, j'ai envie de vous dire que dans ces deux catégories, il y a ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. Et pour avoir été moi-même très sceptique à plusieurs reprises dans ma vie entrepreneuriale, j'ai eu des mentors qui m'ont donné des conseils que je n'ai pas écoutés, que j'ai analysés, que j'ai challengés, mais pas du bon scepticisme, pas un scepticisme intelligent, juste je remettais en question le conseil. Je peux vous dire un truc. Si j'avais accepté ces conseils et si je les avais implémentés au lieu de les réfléchir, j'aurais aujourd'hui beaucoup plus d'argent et j'aurais gagné beaucoup de temps. Et c'est un de mes plus gros regrets. Et donc, si vous avez tendance à remettre en question tout ce qu'on vous dit, sachez que c'est probablement ce qui vous ralentit le plus. Et donc, du coup, j'ai envie de vous aider. Il ne faut pas devenir crédule et naïf et faire tout ce qu'on vous dit de faire. Par contre, du coup, j'ai envie de vous dire de déplacer la réflexion, c'est-à-dire de choisir qui sont les gens de confiance dont vous acceptez les conseils. Par exemple, moi quand j'investis 50 000 balles pour aller chez Alex Hormozy à Las Vegas et qu'il me donne des conseils, je choisis que peu importe ce qu'il me dit, même si ça m'a l'air bizarre et un peu what the fuck quand il me le dit, je vais quand même l'appliquer. Parce que j'ai payé 50 000 balles pour ça et parce que j'ai décidé de faire confiance à Alex Hormozy. Et donc à partir de là, qui dit faire confiance à quelqu'un dit aussi faire confiance même quand on n'est pas à première vue, d'accord avec. Autrement, la confiance serait facile. On est juste toujours d'accord. Donc là, quand je dis faire confiance à quelqu'un, c'est d'accepter qu'on va essayer les choses qu'il nous conseille, même si on n'est pas forcément aligné à première vue. Ça, honnêtement, ça fait toute la différence. Et donc, à l'inverse, s'il y a des gens dans lesquels vous n'avez pas confiance d'un point de vue business, eh bien, ne prenez même pas le temps d'écouter leurs conseils et ne prenez même pas le temps de les analyser ou de les réfléchir. Partez du principe que tous les gens à qui vous parlez, mettez-le dans une de ces deux catégories. Est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que je ne lui fais pas confiance au niveau business, j'entends. Si vous lui faites confiance, quand il vous donne un conseil, vous prenez, vous appliquez, vous ne réfléchissez pas. L'autre à qui vous ne faites pas confiance, il vous donne un conseil, vous le jetez, vous y réfléchissez même pas non plus. Comme ça, vous éliminez la réflexion qui est en fait de la paralysie, ça vous empêche plus d'avancer qu'autre chose. Vous éliminez la réflexion de votre quotidien et simplement, soit vous prenez le conseil, soit vous ne le prenez pas. Là, je pense que c'est un meilleur schéma, un meilleur framework de faire comme ça. C'est-à-dire que vous choisissez les gens de confiance, mais vous ne remettez pas en question les conseils en eux-mêmes. Et honnêtement, ça peut faire toute la différence. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 100% des échecs que je vois, que je croise au quotidien, c'est de la part de gens qui passent leur temps à challenger les conseils plutôt qu'à les appliquer et les tester par eux-mêmes. Le point numéro 21, lui aussi, il est très lié à ça, c'est que peu importe les actions qui ont été sélectionnées par les freelances et les agences qui ont des résultats, ils font toujours faire une action à la fois. C'est-à-dire que s'ils décident de faire de la prospection physique, ils ne vont faire que ça pendant plusieurs semaines. Et si ça ne marche pas, ils vont passer à la prospection téléphonique, par exemple, mais ils vont faire que ça pendant plusieurs semaines. Et ils vont vraiment prendre chaque action et se focus dessus jusqu'à pouvoir les juger vraiment, réellement avec un volume, un échantillon suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne vont pas dire cette semaine, je vais faire le lundi la prospection physique, le mardi la prospection LinkedIn, le mercredi la prospection téléphonique et ainsi de suite. Et à la fin de la semaine, je verrai ce qui marche. Non, ils comprennent que s'ils font un énorme défocus comme ça en termes de prospection, à la fin de la semaine, ils n'auront juste rien, pas de résultat. Donc, ils vont toujours se focus une action à la fois. Et moi, j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que je partage autant le plan minimaliste dans mes vidéos. Pour rappel, le plan minimaliste, c'est le fait d'avoir une seule offre, une seule cible principale, une seule méthodologie de prospection, une seule stratégie de contenu, et de simplement les répéter jusqu'à avoir notre résultat. Et c'est concrètement ce que je leur ai conseillé aussi, et c'est ce qui fonctionne pour eux. C'est le fait d'avoir certaines actions qui ont été identifiées en amont et de les répliquer jusqu'à avoir le résultat. Encore une fois, si je veux vous dire un truc très clair, c'est que 100% des gens qui ont échoué, techniquement, ils n'ont pas échoué
parce que ça n'a pas fonctionné. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas suffisamment répété les actions. En fait, les échecs entrepreneuriaux, c'est pas vraiment des échecs, c'est plutôt des abandons en cours de route. C'est plutôt des gens qui décident à un moment de dire « j'ai essayé 50 fois, je ne ferai pas de 51e fois, j'en ai marre, je passe à autre chose ». Et parce qu'un entrepreneur qui essaye 50 fois, ça ne marche pas, il va essayer 100 fois, ça ne marche pas, il va y aller à 150. Il y a forcément un moment où ça va marcher. Moi, ça a pris 6 mois avant que je trouve mon premier vrai client. À force de tester des trucs qui ne marchent pas, j'ai fini par comprendre ce qui marchait. Ça m'a pris 6 mois. Et c'est en fait là qu'il va y avoir un choix qui se fait, un filtre qui se fait dans le monde entrepreneurial. C'est qu'il y en a qui décident de s'arrêter. Bon, ce que je remarque chez tous ces freelances et agences à succès, c'est qu'ils identifient des actions dans lesquelles ils croient, souvent suite à un conseil de quelqu'un de confiance, bien évidemment, c'est le cadre aussi du coaching, c'est normal. Et une fois qu'ils ont cette action, eh bien, ils l'appliquent jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Ils restent focus jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Le 22e point commun, c'est que pour tous ces freelances, pour toutes ces agences, parmi leurs premiers 10 cas générés en moins de 45 jours, ils ont exploité leur réseau. Alors ça, c'est un truc, si tu ne le fais pas là, écoute bien ce conseil-là parce qu'il peut tout changer pour toi. Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper là tout de suite qu'il y a 10 000 euros autour de toi au moment où on se parle, dans ton réseau, et qui n'attend que toi. Parce que mathématiquement, c'est pas possible que dans ton réseau de niveau 1, niveau 2, je vais revenir là-dessus après, il n'y a pas quelqu'un actuellement qui ait un problème que tu peux résoudre. Il y a forcément des gens autour de toi actuellement qui ont des problèmes que tu peux résoudre et qui sont prêts à te donner de l'argent pour ça. Le problème, c'est que généralement, quand on parle de réseau, on raccourcit ça à nos proches, nos cousins, nos amis, notre famille, etc. Et on fait un travail un peu à l'arrache de réfléchir, ok, qui est-ce que j'ai autour de moi qui a une boîte ou qui bosse dans une boîte sympa? Personne, j'ai pas de potentiel au niveau de mon réseau. Et ça, c'est ce que je vois tout le temps. Le truc, c'est que le réseau, c'est beaucoup plus complet et complexe que ça. Le réseau, déjà, par exemple, c'est la plupart du potentiel d'un réseau, c'est dans le niveau 2. Et le niveau 2, en gros, alors, il y a vous, il y a les gens que vous connaissez, c'est votre niveau 1. Et puis le niveau 2, ce sont les gens que vous ne connaissez pas, mais que vos proches connaissent. Donc par exemple, imaginons que toi qui regardes cette vidéo, tu me connais moi, Valentin, et on va boire des cafés ensemble de temps en temps. Et moi j'ai un ami, disons qui s'appelle Jérôme. Et cet ami Jérôme, toi tu ne le connais pas, tu sais même pas que je suis ami avec lui. Mais ce collègue Jérôme là que j'aime bien et avec qui je vais aussi boire des cafés régulièrement, si ça se trouve il a une boîte dans la peinture et il n'a pas de site web. Et il cherche un site web. Et moi je ne vais pas forcément avoir en tête que toi tu vends des sites web et que Jérôme cherche un site web. C'est pas mon travail non plus de faire l'intermédiaire avec tous mes proches, tous mes amis, etc. Mais si tu viens me voir, m'expliquer concrètement ce que tu vends, me rappeler ce que tu vends et ce que tu es en train de faire, la boîte que tu es en train de lancer, et qu'en plus tu me demandes qui sont les gens que je connais, là je vais réfléchir, je vais regarder dans mon téléphone, je vais regarder dans mes messages, et puis je vais dire je connais Jérôme, tiens Jérôme il a une boîte, oui il est dans la peinture, et puis je crois même qu'il va refaire un site web. Je vais te donner son numéro, tu peux l'appeler de ma part. Et tu viens de trouver un client. Et tu vois, ce scénario, il faut prendre le temps de le créer, il faut prendre le temps de le faire, d'aller voir tes proches, de les interroger sur qui ils connaissent, où est-ce qu'ils travaillent, où travaillent les gens qu'ils connaissent. Bref, il y a un travail d'enquête, entre guillemets, à faire pour savoir qui t'entoure réellement, pas juste à niveau 1, mais aussi à niveau 2. Et là-dedans, il y a un potentiel incroyable. Et ce qui est magnifique avec le réseau, et je pense que je devrais en faire une vidéo à part entière très bientôt, c'est que le réseau, j'aime bien dire que c'est organique, c'est vivant. C'est-à-dire que par exemple, là tout à l'heure je parlais de mon ami Jérôme, et toi et moi on est amis. Moi je suis ton niveau 1, Jérôme est ton niveau 2, tu ne le connais pas. Mais quand je vais te présenter Jérôme, et que tu vas aller boire un café avec Jérôme par exemple, eh bien Jérôme, tu vas le connaître, il va te connaître. Désormais, Jérôme fera partie de ton réseau de niveau 1. Et peut-être que Jérôme, lui, il connaît quelqu'un qui s'appelle Guillaume, que je ne connaissais pas non plus, que nous, on ne connaissait pas. Mais du coup, comme maintenant Jérôme fait partie de ton réseau de niveau 1, eh bien, tu viens de te débloquer un nouveau réseau de niveau 2, dont ce Guillaume qui peut-être lui aussi est un client. Et comme très souvent, il y a l'aspect communautaire, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, si Jérôme était un entrepreneur, il y a fort à parier que ce nouveau réseau de niveau 2 que tu vas débloquer grâce à lui est un réseau entrepreneurial où il y a plus de potentiel économique que dans ton réseau de base. Et c'est comme ça que ton entourage va changer au fur et à mesure. Et ça, c'est pas juste une fatalité ou quelque chose qui va venir naturellement, c'est quelque chose que tu peux provoquer. Selon moi, le réseau, c'est vraiment une forme de prospection à part entière, dans le sens où c'est quelque chose que tu peux provoquer, que tu peux travailler au quotidien. Et c'est ce qu'on fait
tous les freelances et toutes les agences qui ont eu des résultats ultra rapides. Ils ont travaillé leur réseau et je pense par exemple à Julien qui fait partie de l'échantillon et qui a fait 13 500 € à son premier mois d'activité uniquement avec le réseau. Pas juste avec un seul gros client, mais avec 3 ou 4 clients qui étaient des amis d'amis, des amis de la famille, etc. Et ça, c'est franchement en plus une des méthodologies qui va le plus vite parce que comme c'est parmi les proches, il y a moins de défense, moins de méfiance, les cycles de vente sont beaucoup plus courts. Bref, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo entière sur le réseau parce que c'est un sujet moi qui me captive, c'est le sujet, la manière de prospecter qui m'a je pense rapporté le plus et qui rapporte le plus d'argent le plus rapidement à tous les membres de notre coaching. Donc je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et enfin justement, le dernier, le 23e point commun de tous ces freelances, de toutes ces agences qui ont atteint les 10 000 € par mois en moins de 45 jours en partant de zéro, c'est qu'ils sont tous à la base abonnés à cette chaîne YouTube. Et donc si toi aussi tu veux faire 10 000 € par mois rapidement dans les 45 prochains jours, il faut absolument que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Encore une fois, moi je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois pas au hasard. Donc si tu veux leurs résultats, eh bien fais comme eux, abonne-toi ci-dessous, active la cloche. Profites-en pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, donc des 22 réels points communs de tous ces gens qui ont eu beaucoup de succès très rapidement. Dis-moi ce que tu en as pensé. Donc c'est un format avec très peu de montage comme je te le disais, j'espère que ça va te plaire. Et écoute, encore une fois, s'il y a des points là-dedans que tu veux que j'aborde de façon plus approfondie dans de futures vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Le réseau, hein, j'y pense parce que c'est vraiment un des points que j'ai préféré et j'aimerais bien présenter plus en détail la méthodologie. Encore une fois, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Si jamais tu veux gagner du temps avec ta prospection, que tu te demandes qui prospecter, qui aller voir, il y a ci-dessous en description donc le pack prospection spécial site web. Donc écoute, tout ça t'attend. Et sur ce, je te souhaite une bonne prospection et je te souhaite toi aussi d'atteindre les 10 000 € par mois dans les 45 premiers jours de ton agence.